Bonjour à tous, un nouveau numéro d'À savoir dans lequel on va beaucoup parler de mathématiques aujourd'hui avec François Sauvageau. Bonjour, vous êtes professeur au lycée Clémenceau et vous êtes un vulgarisateur hors pair quand il s'agit de mathématiques. On va en parler tout à l'heure avec vous, mais tout d'abord une petite info sur l'Université de Nantes qui vient de participer à un programme de recherche autour des fourmis. On les voit à l'image, ces fourmis qui sont capables de fabriquer des nids ultra complexes. Alors évidemment, sous terre, on avait du mal à comprendre ce qu'il se passait. Donc le laboratoire d'informatique de l'Université de Nantes, le LINA, a participé à la modélisation en 3D sur ordinateur de ces nids pour bien comprendre comment ils étaient fabriqués, par quel système. Et il semble donc que les phéromones sont très utilisés par les fourmis donc pour se repérer et pour organiser la structure ultra complexe de ces nids. Voilà donc une publication ce mois-ci du LINA dans les revues internationales. Et puisqu'on parle de fourmis chez nos confrères du Labo des Savoirs sur Prune, une émission donc consacrée à ces fourmis avec François Murget et Philippe Guillet du Muséum d'Histoire Naturelle. Voilà, c'est sur le site aussi labodessavoirs.fr et chaque fourmi qui peut soulever jusqu'à 60 fois son poids, figurez-vous. Elles sont beaucoup plus nombreuses que nous sur Terre, mais bon, comme elles pèsent beaucoup moins lourd, on n'a pas de souci à se faire pour l'instant, a priori. Les chiffres, François Sauvageau, ça c'est les nombres, c'est une chose qui vous passionne depuis tout petit. Oui. Et vous vous êtes fait, c'est presque une mission pour vous de les faire aimer aux gens. Oui, une mission, oui. Enfin, bon, d'abord, les mathématiques, c'est aussi les formes au-delà des nombres. Hein. C'est le lien qu'il peut y avoir entre les deux. Et une mission, oui, disons que c'est quelque chose qui m'a procuré moi beaucoup de sérénité, beaucoup de paix et aussi beaucoup de plaisir créatif. Et c'est ce plaisir que j'essaie de transmettre et puis aussi de donner des clés à tout le monde pour essayer de vivre avec. Alors vous avez été formé à l'École normale supérieure, vous avez fait un petit peu de recherche et puis vous avez tout de suite voulu vous engager dans l'enseignement. On va reparler tout à l'heure de vos différentes activités, mais une partie du grand public vous connaît parce que vous étiez l'un des personnages principaux d'un documentaire qui avait fait du bruit à l'époque, fin 2014 quand il est sorti, fin 2013 pardon, quand il est sorti. Il a même été nominé au César, je crois, du meilleur film documentaire. Ça s'appelle Comment j'ai détesté les maths. Je vous propose de regarder la bande-annonce tout de suite pour vous mettre dans l'ambiance. Pourquoi les mathématiques? C'est une question que vous êtes certainement posée souvent autrefois quand vous étiez sur les bancs de l'école ou du lycée. Vous ajoutiez même en général... Have I ever told you how much I hate math? Oh my God, math. I hate math. Math sucks. Who needs math? Ils sont tellement à te dire qu'ils étaient le dernier de leur classe en mathématiques que ça t'interroge, quoi. Comment ils pouvaient être autant de derniers? C'est la destinée d'être nul en maths. Les mathématiques, c'est du sérieux, c'est du solide. Ça fait peur. C'est devenu en fait une espèce de truc qui tétanise tout le monde en disant je comprends plus rien. C'est pas normal ça va pas. Math, for me, are just a means to get a grade to get into college. It's a selection mechanism. It's not just about mathematics. It's because of what it gives you access to. It's very political. The world's whole economic engine now is increasingly based on mathematics and science. From Google to Goldman. By Goldman, of course, I mean Goldman Sachs. Oh, they're very bad! You know, mathematics, the moment you misuse it, it pays you back. Voilà un documentaire toujours disponible en VOD, notamment sur YouTube. On mettra l'adresse sur notre site internet sur telenantes.com. Alors c'est une bande-annonce, donc en fait c'est toujours un peu anxiogène, mais bon, c'est quand même plus apaisé sur l'heure que dure ce documentaire. Mais on l'a compris, en tout cas, ça a l'air généralisé dans le monde entier. Il y a une espèce de frayeur des enfants vis-à-vis des maths. Et d'un autre côté, ils sont partout et parfois ils risquent de nous dominer. On l'a vu notamment avec la crise financière quand il s'agissait de justifier des produits financiers un peu limites. Oui. Oui, alors c'est vrai qu'on peut à la fois avoir l'impression qu'elles sont nulle part parce qu'elles sont compliquées, inaccessibles, lointaines, froides, et puis au contraire avoir l'impression qu'elles sont partout et les débusquer sur n'importe quel objet technologique bien entendu, mais aussi dans l'art, mais aussi... Donc en fait, chacun peut trouver des sciences ou des maths là où il a envie, ça c'est important. Et moi ce que j'essaie de faire, c'est d'enlever cette anxiété pour que le dialogue puisse avoir lieu, soit... en faisant soi-même des mathématiques, pourquoi pas, soit en tout cas en acceptant d'en faire un tout petit peu pour partager un langage commun. Si Olivier Payon est venu vous voir pour ce documentaire, aux côtés de Cédric Villani, alors vous n'avez pas encore la médaille Fields, mais non, c'est pas. parce qu'il a compris que vous avez ça dans vos gènes. Alors,
c'est un peu particulier parce que dès votre enfance, vous avez eu un amour des maths. Oui. Comment on devient amoureux des nombres et comment ça devient une passion? C'était vraiment une protection pour moi au départ. C'est-à-dire que c'était les mathématiques, c'est un endroit où on retrouve toujours les objets là où on les a laissés. Un peu comme des jouets qu'on ne perdrait jamais, et en même temps un espace de création infini. On peut compter au début, évidemment, il suffit de compter les nombres pour se rendre compte que c'est infini. Et quand on est un peu peur du monde, quand on a un peu moi, j'étais dans une atmosphère un peu violente au milieu du divorce de mes parents, et c'était un moment pour moi de sécurité en fait. C'était un refuge. Et puis, au fur et à mesure, j'ai bâti mon monde intérieur, j'ai bâti mon espace, et ça m'a au contraire donné confiance en moi aussi. Et puis, au fur et à mesure, là, ça a pris du temps, une bonne quinzaine d'années, je me suis décidé à m'ouvrir et à essayer de les partager. Alors, on a bien compris que vous faites un lien vraiment étroit entre la partie imaginaire, presque la poésie, et les maths que dont nous, on a une vision très, très, très carrée. Très... Un peu scolaire. Comment vous faites le lien, vous, entre poésie et mathématiques? Par exemple, qu'est-ce qu'il y a de poétique dans un théorème? Théorème de Pythagore, par exemple, qu'est-ce qu'il y a de poétique là-dedans? C'est pas nécessairement le théorème de Pythagore en tant que tel. D'abord, il faut se souvenir que Pythagore n'est probablement pas existé, que peut-être on peut remonter dans son histoire, savoir qu'en fait, dans la mythologie, il a été initié par une femme, autour de ça, il y a plein de mythes. Le mythe de racine de 2 qui ne doit pas être dévoilé comme étant un nombre non rationnel, c'est-à-dire que la diagonale d'une feuille d'un petit carré de papier comme ça ne doit pas être divulguée comme étant non mesurable, non rationnel. On peut commencer à raconter des histoires. Et en fait, le fait que 3 au carré plus 4 au carré, ça fait 5 au carré, c'est très utile, évidemment, pour un maçon qui a une corde à 12 nœuds. Mais il n'y a pas que ça. On peut raconter une histoire autour de tout ça, l'histoire des gens, l'histoire des applications, et puis aussi l'histoire de la fascination. Mais quels autres nombres il y a? Et alors, vous ferez l'exercice, si vous êtes encore en collège, vous avez des enfants en collège, de débusquer les applications de théorème de Pythagore qui ne sont pas des multiples de 3, 4, 5. Vous verrez, il n'y en a pratiquement pas, alors qu'en fait, il y a une infinité d'autres cas. Vous faites ce que vous appelez de la science populaire, oui. C'est-à-dire que non seulement vous êtes au contact de vos élèves au lycée Clémenceau, alors vous êtes enseignant en classe prépa, oui. Voilà, donc c'est des élèves petits. C'est pas des petits, et puis qui sont aussi amenés à faire des longues études pour la plupart. Mais vous allez aussi au contact du public, parfois du jeune public, à travers un spectacle qui s'appelle le One Math Show. Oui. Et on va en reparler. Et donc, d'abord un petit extrait pour comprendre un peu l'ambiance de ces conférences. Vous pouvez essayer de tirer à pile ou face, tous ensemble. D'accord? Et vous vous arrêtez quand vous avez autant de piles que de faces. Donc il y a la moitié de la salle qui va me traiter de débile en disant ce jeu est stupide, je m'en vais tout de suite, il raconte n'importe quoi. Parce qu'effectivement, ils auront fait pile puis face ou face puis pile. Voilà. Et ils demandent mais pourquoi est-ce qu'on m'a demandé un jeu débile? Et puis ils vont regarder autour d'eux, et ils vont voir des gens qui vont continuer à jouer. Puis la conférence va se terminer, il y en aura encore 2-3 qui seront là. Et demain... Alors pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois qu'on a fait par exemple 2 piles de suite, faut aller chercher les 2 faces. Et vous savez bien instinctivement que si vous étiez dès le départ, on vous a dit vas-y, fais 2 faces de suite, on vous a dit c'est idiot, j'ai quand même pas beaucoup de chance de le faire. Et voilà. Et plus vous êtes parti dans une direction improbable, plus ça va être dur de revenir. Et donc les quelques-uns, il n'y en aura pas beaucoup bien sûr, mais les quelques-uns qui seront partis dans une direction improbable, on ne les reverra plus. Alors, dans ce spectacle, vous parlez d'élections américaines, vous parlez de Chaban-Delmas. Je ne sais pas ce qu'il vient faire ici, Chaban-Delmas, mais il est là. Il a été trahi par un proche collaborateur qui est devenu président de la République par la suite. C'est ça. Alors en fait, vous parlez de la vie quotidienne presque, et il y a beaucoup d'improvisation. Notamment, vous demandez aux spectateurs de vous donner une liste de mots et vous improvisez autour de ces mots. Oui. Faut s'accrocher pour faire l'improvisation. Oui, en fait, tout est venu d'une idée que m'avait suggéré un collègue à Chaland. Et il voulait que je fasse une conférence le soir. Et moi, je trouve que c'est inintéressant, les conférences, c'est inactif. Et donc, j'ai proposé ça. Donc, c'était un peu un risque. Donc, en fait, je prépare ça un peu comme un musicien prépare une impro. Donc, je m'imbibe de plein de remarques, de trucs rigolos, de trucs un peu compliqués, de liens entre plusieurs sciences, plusieurs faits divers, etc. Et puis après, j'essaie de rebondir. En me réécoutant, là, je vois que j'ai quand même une influence de Raymond DeVos. En fait, j'ai beaucoup appris de parler. Ouais. Et bon, peut-être la corpulence, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'avait fasciné quand j'étais petit. Ouais. Et vous aimez bien les accessoires? Il y a notamment cette cravate là qui vous sert aussi pour vos loisirs, pas seulement pour. Oui, pour mes loisirs, parce qu'en fait, c'est une cravate magique, la cravate d'Hagrid, de Gryffondor. Ouais. Et en fait, voilà, je m'en sers pour expliquer que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas
les mathématiques, c'est pas que les nombres, c'est aussi les formes. Et donc j'essaie d'expliquer à des gens qui savent très bien qu'on peut pas, par exemple, quand on danse en danse bretonne et qu'on fait une grande ronde, on peut pas faire de nœuds. Pour pouvoir faire un nœud, il faut qu'il y en ait un qui casse la chaîne et qui commence à faire le pitre au milieu des autres. Là, c'est pareil. Je dis, je peux faire un nœud avec cette cravate sans la lâcher, ce qui a priori est contre-intuitif, et pourtant je le fais. Donc en fait, je le fais devant les yeux des gens. Et je leur dis, voilà, oui, je viens de faire un nœud, et pourtant, je vous prétends que c'est pas possible. Et en fait, ça, c'est quelque chose de compliqué. Se dire qu'on peut démontrer que quelque chose d'impossible, ça semble. Alors qu'on vient de le, on vient de le voir. Donc j'essaie d'expliquer que donc je triche, et la question de savoir où est-ce que je triche, et puis comment on peut voir cette tricherie. Donc il y a deux enjeux dans cette histoire. D'abord, il y a le côté ludique, et puis. Alors juste pour finir, c'est qu'il y a un truc en fait. Bien sûr, si on passe ces images au ralenti, on voit que vous attrapez l'autre bout à un moment. Il faut quand même être vigilant, même au ralenti, même en vous le disant. Je vais vous demander de regarder la longueur du bout de cravate, là. C'est là que vous verrez que j'ai fait quelque chose. Mais en fait, même en vous le disant que j'ai triché, que je vais tricher, et que vous voyez que cette bout de cravate, il est plus petit, et il était plus petit avant, il est plus grand maintenant, je vous défie même au ralenti de voir vraiment où ça se passe. En tout cas, c'est une manière d'accrocher le public aussi, et de l'accrocher sur votre explication par la suite. Oui. Parce qu'en fait, d'une part, il y a des mathématiques, donc ça, je les raconte, je fais des animations en collège ou en lycée, ça prend une bonne heure à expliquer quand même tout ça, mais formaliser puis à faire participer. Je peux vous faire un cours en 2 secondes, mais c'est débile. Mais c'est aussi une application des mathématiques, par exemple en pharmaceutique, trouver des molécules qui permettent de casser des chaînes d'ADN de virus, ce genre de choses. Il y a justement des idées derrière qu'on appelle topologiques et qui disent que parce que c'est impossible, si on observe, c'est qu'il s'est passé quelque chose et on détecte comme ça des médicaments, par exemple. Vous avez une association aussi au sein de laquelle, au-delà des spectacles grand public, où vous êtes seul en scène, vous essayez aussi de faire participer les gens à travers des spectacles de danse, je crois. Oui. Alors, on a monté donc une association qui s'appelle Résonance Art et Sciences, avec ma femme qui est physicienne et danseuse. Et donc, on essaye de faire un atelier où on essaie de faire danser des gens qui sont non danseurs et faire de la science à des gens qui sont non scientifiques, voire même qui cumulent les deux. Et donc, le principe, c'est d'essayer de comprendre dans son corps, à travers la danse, des objets mathématiques, éventuellement très très simples, et de faire des allers-retours, c'est-à-dire un peu un aller-retour entre le concret et l'abstrait, entre le corporel et l'abstrait. Donc l'association, c'est Résonance Art et Sciences. Donc on essaie de mélanger l'art et la science, les arts vivants en général, avec toute forme de science. Et on voit à l'image une autre compagnie avec laquelle vous travaillez de temps en temps. Et là, en l'occurrence, vous serez à la suite de ce spectacle. Donc ce samedi, ce 30 janvier, à Nantes-Nord, vous donnerez votre spectacle. Mais la compagnie Laurent Deschamps, là, par exemple, travaille aussi autour des nombres pour les très jeunes enfants. Alors ça, c'est un autre défi de s'adresser aux très jeunes enfants pour parler de maths. Ouais, tout à fait. On a causé un peu, donc il y a quelques petites idées qu'on a échangées avec Laurent Deschamps sur son spectacle, qui est vraiment génial. C'est vraiment un spectacle complet. Avec surtout d'excellents musiciens. D'excellents musiciens, tout à fait. Et donc, je vais participer donc à la suite de son conte. Ça veut dire que le public sera là. Ça sera des gamins de 3-6 ans. Donc ça, c'est vraiment un public très intransigeant. Et je trouve ça un super défi de pouvoir discuter avec des gamins comme ça. Oui. D'une manière générale, beaucoup d'entre nous, à l'école, on nous a présenté les maths comme une discipline utilitaire. C'est du genre, bosse tes maths, ça te servira plus tard. Ou alors c'était l'inverse, bosse tes maths, sinon tu vas redoubler. Oui, c'est plutôt ça. C'était un peu... Il n'y avait pas trop de carottes vis-à-vis des maths. Et est-ce que c'est ça le problème pour vous, aujourd'hui, de l'enseignement des maths ? Je crois que la sélection a fait beaucoup de tort à la discipline, ça c'est certain. On a demandé aussi aux professeurs d'avoir une certaine posture. Il faut voir aussi que les professeurs des écoles sont pas toujours formés en mathématiques et donc pour eux aussi ça peut être un traumatisme initial. Donc il y a beaucoup de facteurs qui font que les mathématiques souvent on les rigidifie, on les met dans une certaine posture et en particulier une posture de sélection. Et ça nuit énormément à la discipline. On pourrait tout simplement dire allez on va s'amuser un peu avec des nombres, on va jouer avec des formes, faire des patrons. Rien n'est plus rigolo. Bon, par exemple, je donne souvent ça. On n'aura pas le temps de faire l'expérience, mais ce qu'on peut proposer, c'est peut-être aussi aux enseignants de faire un tour sur votre site. C'est mathom.fr et puis de participer, d'aller voir vos spectacles aussi. Il y en a un donc ce samedi, 30 janvier. Et donc, sinon, toutes les infos sur mathom.fr. Voilà. Merci beaucoup, François Sauvageau, d'avoir participé à notre émission. À très bientôt sur Télé Nantes pour un nouveau numéro d'À savoir.